Sylvie a couru dans la pièce, finissant de nettoyer. Elle a enlevé la poussière du vase, arrangé les coussins du canapé pour qu'il soit plus beau. Dans sa mémoire, la dernière fois qu'elle avait fait autant d'efforts, c'était il y a des années, avant l'arrivée de sa belle-mère. Sa belle-mère, Dominique, était une vieille femme toxique et mécontente, et il était impossible de la satisfaire. On pouvait embaucher 50 femmes de ménage et ne pas réussir à faire le ménage. Mais maintenant, Sylvie attendait la visite de sa sœur. Elle n'avait pas envie de la saluer gentiment. Cela faisait 5 ans qu'elle ne s'était pas vue. Sylvie déplaça une dernière fois les coussins et alla mettre la bouilloire en route. Juste à temps. La sonnette retentit. Elle cria « J'arrive » et se précipita dans le hall d'entrée. Les poings des enfants tambourinent à la porte. Sylvie entendit Monique gronder l'enfant et sourit. Elle reconnaît sa sœur. Dès que la porte s'ouvrit, Monique l'entoura de ses bras. « Bonjour, nous voilà. » Son fils embrasse à son tour sa tante. Amicalement, ils sont entrés dans l'appartement. « Laisse-moi te regarder » dit Monique en écartant sa sœur et en la fixant d'un regard lumineux. Toujours les mêmes taches de rousseur et le même nez retroussé. Tu n'as pas du tout changé. Tu n'as pas changé du tout. Allons, dit Sylvie, gênée, on dirait que tu ne m'as pas vu depuis des lustres. Et nous n'avons parlé que par liaison vidéo hier. C'est vrai. C'est différent, répond Monique en regardant autour d'elle. Mais ton appartement est différent. Et je ne parle pas du papier peint. Tu l'as nettoyé pendant 24 heures, il est aussi propre qu'un musée. C'est toujours comme ça chez nous, répond Sylvie. C'était si peu convaincant que ma sœur, bien sûr, n'y a pas cru. Je me souviens encore comment tu aimais ranger quand nous partagions une chambre. Des objets jetés partout, des papiers. C'est moi qui devais faire le ménage. Tu n'as pas besoin de me mentir. D'accord, tu m'as eu, soupire Sylvie, j'ai passé 2 jours à faire le ménage. Tu es contente maintenant, et tu ne me trompes pas. Monique plisse les yeux, mais je suis très douée pour détecter les mensonges. Mais tu le sais toi-même. Nous avons grandi ensemble, après tout. Sylvie regarde sa sœur avec surprise. Monique, je ne te comprends pas. D'abord, tu ne croyais pas que je nettoyais cet endroit tous les jours. Maintenant, tu n'es plus contente. Qu'est-ce que tu insinues? Monique n'a pas eu le temps de répondre. Son petit-fils Christophe fait teinter des tasses dans la cuisine et les surrentre en courant. Tu peux recommencer à nettoyer, dit Monique, tu as essayé pour rien. Désolé, maman, répond le garçon, désolé, tante Sylvie. La tasse était sur le bord de la table. Elle s'est cassée toute seule. Oui, elle a sauté de la table, dit Monique en souriant. D'accord, ma sœur, va me chercher un balai. Je vais ramasser les morceaux. Pendant qu'elle nettoyait, pendant qu'elle préparait le thé, Sylvie a complètement oublié l'étrange conversation. Elle ne s'en souvient que lorsque Christophe regarde des dessins animés. C'est alors que Monique est revenue sur le sujet. Admets-le, Pierre ne t'offense pas. Demande-t-elle à Sylvie, il ne te harcèle pour rien. Il n'exige pas une propreté parfaite comme sa défunte mère. Peut-être qu'il est tout aussi casse-pied. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Se demande Sylvie. Pierre râle parfois, bien sûr, mais cela arrive à tout le monde. Et vous donnez l'impression que notre maison est en désordre. C'est un peu blessant. Monique recouvre sa main de la sienne. C'est juste que quand on faisait du chat vidéo, tu avais l'air un peu triste parfois. J'ai hésité à te poser des questions, j'ai repoussé le moment de te parler jusqu'à ce qu'on se rencontre. Et maintenant que nous nous sommes rencontrés, pourquoi ne pas en parler? On va bien, dit Sylvie en haussant les épaules. Pierre travaille, je m'occupe de la maison. On vit comme n'importe qui. Et tu n'en as pas marre de rester à la maison? Demande Monique à sa sœur, tu n'as pas d'enfant. Je comprendrais que tu aies quelqu'un à garder. Sinon, à quoi bon? Pierre ne veut pas que je travaille. Il a une espèce de problème avec ça. Tu te souviens de ses protestations au début de notre mariage, n'est-ce pas? Rien n'a changé au fil des ans. Pierre pense qu'un homme doit travailler et qu'une femme doit rester à la maison et faire le ménage. C'est ainsi que nous vivons. Mais ce n'est pas normal, objecte Monique, mais elle fait aussitôt un signe de la main. D'accord, c'est votre affaire. Si vous êtes d'accord tous les deux. Ce qui est important, c'est que vous ne vous disputiez pas. Tout va bien dans votre vie de couple. On ne peut mieux, répond Sylvie en détournant le regard. La question de sa sœur avait réveillé une vieille blessure dans son âme. En fait, cela faisait longtemps qu'elle pensait que tout allait bien dans leur famille. Sylvie ne se disputait pas avec Pierre, mais cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu de conversation à cœur ouvert.
Son mari occupait un poste élevé au travail et rentrait très tard à la maison. Pierre était si fatigué qu'il ne pouvait que dîner et s'asseoir devant la télévision. Sylvie essaie de ne pas déranger son mari. Le romantisme a lui aussi complètement disparu de leur vie. Elle ne voyait plus que des fleurs dans les parterres, des bijoux dans les vitrines. Si Pierre lui offrait quelque chose, c'était toutes sortes de choses utiles, comme un cuit-vapeur ou un ensemble de casseroles. Cela faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis ensemble. La dernière fois que Sylvie était venue au café, c'était il y a des années. Probablement pour leur 5e anniversaire de mariage. Il n'était pas question de se promener sous la lune. Le travail était le principal centre d'intérêt de son mari. C'était un cercle vicieux. Tout semblait normal, mais ils vivaient comme des voisins. Sylvie est gênée d'en parler à sa sœur. Monique, elle, avait une famille prospère, un mari attentionné, un fils intelligent, qui étudiait les langues étrangères et jouait au football depuis l'âge de 3 ans. Sylvie ne voulait pas avoir l'air d'une perdante par rapport au milieu de sa sœur. Les deux sœurs sont restées assises un moment et ont parlé du passé. Sylvie n'a pas abordé la question de la vie de famille. C'était un sujet trop difficile. Il était plus facile de parler de la jeunesse, quand tout était simple et clair. Alors que les aiguilles de l'horloge approchent de 7 heures du soir, Monique appelle son fils. « Christophe, il est temps de se préparer, dit-elle, va mettre ta veste. » Le garçon posa le téléphone sur la table et courut dans le couloir. Sylvie regarde sa sœur avec surprise. « Tu pars ?» demanda-t-elle. « Pour aller où ? » ? « À l'hôtel. »« Où d'autre ?» répondit Monique. « Christophe et moi devons avoir un endroit où dormir. J'ai déjà préparé une chambre pour vous. Celle-là même que nous voulions transformer en chambre d'enfant. J'ai mis des draps neufs, j'ai tout rangé. Je suis désolé, mais j'ai déjà loué l'appartement, pris toutes les dispositions, payé d'avance. Il est trop tard pour annuler. Mais pourquoi ? S'étonne Sylvie, je t'ai prévenu de tout à l'avance. Je t'ai dit 100 fois que je t'accueillerais. Monique soupire lourdement. Sylvie, nous aimerions bien rester. Mais pour être honnête, je doute que votre mari et moi nous entendions bien. Vous savez que je n'ai jamais aimé votre Pierre. Je sais, répond Sylvie, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu es naïve, Sylvie, dit sa sœur en secouant la tête. Tu vois tout en rose, tu ne vois pas la troperie. Tu as vu tout en rose, tu ne vois pas la supercherie, s'étonne Sylvie. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'espère qu'il n'y en a pas, répond tristement Monique, mais regardez votre mari de plus près. Quelque chose me dit qu'il n'est pas l'ange qu'il prétend être. La sœur de Sylvie et son neveu partirent et elle retourna à la cuisine pour mettre la table pour son mari. Pierre n'était pas trop regardant sur la façon dont elle gérait la maison, mais il n'aimait pas attendre pour dîner. Au fil des ans, Sylvie avait appris les habitudes de son mari et s'efforçait de ne pas l'ennuyer. La soupe était sur le point de bouillir lorsque la serrure de la porte d'entrée cliqueta. Sylvie se précipite dans le couloir. « Pierre, tu es plus en retard que d'habitude aujourd'hui. On ne peut pas passer toute sa vie à travailler. » Elle remarque que son mari n'est pas entré seul et se fige. Sylvie regarde avec étonnement une grande fille aux cheveux noirs, assez jolie, entrer dans le couloir à la suite de son mari. Elle était plus grande que Pierre. « Bonjour, dit Sylvie, incertaine. Et vous, qui êtes-vous » La jeune fille sourit, mais ne répondit rien. Pierre soupire et regarde sa femme. « Tiens, je te présente Valérie. » « Voici Valérie. »« Valérie, dit Sylvie, c'est votre nouvelle employée. Je me souviens que vous m'avez dit une fois que vous aviez de nouvelles personnes qui rejoignaient le département. » La belle aux cheveux noirs sourit encore plus, comme si les paroles de Sylvie l'avaient fait rire. « Ce n'est pas seulement notre nouvelle employée, dit Pierre, Valérie est ma future femme, épouse. »« Qui suis-je alors ?» s'étonne Sylvie. Les avertissements de Monique lui reviennent en mémoire. Sa sœur, comme d'habitude, avait tout à fait raison. Elle ne connaissait pas du tout son mari. Mais d'un autre côté, ce qui se passait maintenant était tout à fait fantastique. Sylvie aurait-elle pu imaginer une telle chose ? La brune lui jeta un regard dédaigneux. « Je m'excuse, bien sûr, dit-elle à voix haute, mais à vous voir, vous n'êtes qu'une cuisinière ordinaire. » Demande Sylvie à son mari, indignée. « Pierre, tu vas te taire ? Crois-tu qu'une telle insulte soit normale ? Elle n'a pas raison. » Demande son mari. « Regarde-toi. Tu ne ressembles pas du tout à une femme. Tu ressembles plutôt à une moissonneuse multifonctionnelle ou à un robot aspirateur. La femme de ménage de notre bureau est encore plus jolie. » Les paroles de son mari sont un véritable coup dur pour elle.
Pierre n'avait pas fait de compliments à sa femme depuis longtemps, mais il ne s'abaissait pas non plus à l'insulter. « Et si je ne prononce pas le divorce ?» demande Sylvie. « Si je demande le partage des biens, que se passera-t-il ?» En fait, tout cela n'était que des menaces en l'air. Sylvie savait très bien qu'elle n'exigerait rien de son mari. Et elle n'a pas besoin d'argent. La seule chose dont elle a besoin, c'est de l'amour de Pierre. Son mari écouta froidement ses paroles et sourit. « Un partage des biens. Tu es sérieuse? Il n'y a rien qui t'appartienne dans cet appartement. Tout a été acheté avec mon argent. Même les vêtements que tu portes en ce moment ont été achetés par moi. Qu'est-ce que tu peux prétendre? Allez. » Valérie rit à nouveau. Son rire plongea Sylvie dans l'hébétude. Ce cauchemar était vraiment en train de se produire, ce n'était pas quelque chose qu'elle avait rêvé. Elle ne s'était jamais sentie aussi petite et pathétique de sa vie. Pierre passa son bras autour de Valérie et regarda sa femme avec arrogance. « Regarde-la, elle me fait chanter. Elle a le nez en l'air, elle me met des conditions. Et qui? Une pecnaude qui n'a pas gagné un sou depuis des années. » Sylvie a beaucoup de choses en tête. Elle était une mendiante, alors soyez une mendiante et foutez le camp. Ces mots, ainsi que le rire de Valérie, résonnèrent longtemps aux oreilles de Sylvie. Elle ne pouvait pas croire que Pierre lui parlait sur ce ton. Elle ne pouvait pas croire que Pierre lui parlait sur ce ton. Sylvie s'est mariée assez tard par rapport à ses pères. Elle avait alors une trentaine d'années. Ses camarades de classe avaient accouché, certaines avaient même divorcé. Elle passait son temps à occuper un emploi ennuyeux dans une petite entreprise et à peindre. Sylvie est attirée par la peinture depuis l'enfance. Mais cela ne va pas plus loin qu'un passe-temps. Le dessin lui semblait trop frivole pour qu'elle y consacre sa vie. Et sa mère, Sandrine, lui apprend sans cesse à vivre sa vie. La connaissance du droit sera toujours utile, et tu trouveras toujours un emploi dans notre ville, et tu n'auras pas faim. Elle avait enseigné la même chose à sa fille aînée, mais celle-ci ne l'avait pas écoutée. Toujours correcte et tranquille, Monique, pour la première fois de sa vie, montra sa volonté et fit les choses à sa manière, devenant géologue. Personne ne s'attendait à une telle chose de la part d'une fille modeste. « Et qu'est-ce que tu vas faire après l'institut? Je vais te le demander, demande Sandrine. Tu vas partir en expédition. Tu vivras sous une tente et tu ramasseras des pavés sales. Ou bien tu iras dans les mines. Peut-être, dit Monique, j'ai fait ce que tu voulais que je fasse toute ma vie, maman. Laisse-moi faire ce que je veux pour une fois. S'il te plaît, ne discute pas avec moi. » Il était insensé d'espérer que ses supplications fonctionnent sur sa mère. Elle a continué à se plaindre, souhaitant que sa fille ne soit pas admise à l'université, et lorsque Monique a été admise, Sandrine a pleuré pendant longtemps. Elle a réagi de la même manière au choix que Monique avait fait dans sa vie personnelle. Son camarade de classe Kevin l'a demandé en mariage avant qu'elle n'obtienne son diplôme universitaire. Lorsque la mère de Monique l'a appris, elle est devenue hystérique. « Le mariage? Avec ce minable ?» s'écrie-t-elle. « Monique, ça ne te suffit pas d'avoir choisi une spécialité stupide. Veux-tu gâcher ta vie en te mettant avec un simplet? » « C'est peut-être un simplet, maman, mais c'est un homme bon, » a répondu Monique calmement. « Au moins, je suis sûre à 100% qu'il ne me traitera pas comme notre père t'a traité. Pour te rappeler comment tu pleurais la nuit après les scandales avec lui. » Cette phrase était un procédé interdit, un véritable coup bas. Son père a quitté la famille lorsque Sylvie avait 7 ans et n'a jamais revu ses filles depuis. Son nom est devenu un tabou dans la famille, on ne se souvient même pas de l'existence du père. Et maintenant Monique a brisé la règle éternelle. « Épouse qui tu veux, » dit froidement sa mère, « mais ne viens pas pleurer chez moi. Mais ne viens pas pleurer auprès de moi. Quand ce Kevin ne pourra pas te protéger contre les brutes ou qu'il ne gagnera pas assez d'argent pour nourrir sa famille, rappelle-toi que je t'ai prévenu. Ce mariage ne mènera à rien de bon. »« Je m'en souviendrai, maman, » acquiesce Monique, « mais je n'aurai pas besoin de tes conseils. Kevin et moi sommes comme les deux moitiés d'un même tout, tu sais, et tout ira bien dans notre vie de couple. » Les jeunes gens se sont mariés et ont déménagé au nord. Au début, sa mère était en colère contre Monique. Pendant les appels, elle lui parlait sèchement, puis elle commença à lui manquer. Après lui avoir parlé, elle pleura et accusa Kevin de tous les maux. « C'est lui qui m'a enlevé Monique, » se plaint-elle à sa fille cadette. « Monique est partie avec ce type et m'a quitté. Sans lui, les choses auraient pu être différentes. Nous vivrions dans la même ville, tout ensemble. » Aujourd'hui, toute l'attention de Sandrine se porte sur Sylvie.
Elle a entouré sa fille de plus de soins qu'elle n'en avait jamais vu dans sa vie. Plus encore, elle s'est mise à surveiller les moindres faits et gestes de Sylvie. Elle l'appelle dès qu'elle a une demi-heure de retard. Elle lui a demandé des nouvelles de ses amis. Peut-être que sa mère voulait bien faire, en essayant de tenir Sylvie à l'écart des liaisons non désirées. Mais le fait est là. Les années passent et la jeune fille reste seule. Bien sûr, on a essayé de lui faire la cour, tant à l'institut qu'au travail, mais rien n'a fonctionné. Il est difficile de sortir avec quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de chez lui et qui répond constamment par SMS à sa mère pour lui dire où elle est allée. Sylvie elle-même ne comprenait pas la raison de ses échecs. La jeune fille pensait philosophiquement que c'était son destin être seule, et les conversations avec sa mère faisaient leur travail. À l'âge de 30 ans, Sylvie est fermement convaincue que les hommes ne sont pas dignes d'elle. Il y avait bien des hommes autour d'elle, mais ce n'étaient pas les bons. Ils étaient trop frivoles, trop ennuyeux. Elle aurait continué à vivre ainsi si la famille de Sylvie n'avait pas connu des temps difficiles. Cela a commencé quand Sandrine s'est cassé le bras. Une glissade stupide et inattendue sous un porche mouillé. Et comme si cela ne suffisait pas, leur grand-mère, en plus de tout le reste, a eu une maladie de cœur. Claire vit à la campagne depuis sa naissance. Elle ne s'est rendue en ville que lorsqu'elle était jeune pour étudier. Elle est mariée et a élevé sa fille. Sandrine a grandi, s'est installée en ville et, après son divorce, a commencé à appeler sa mère pour qu'elle vienne vivre avec elle. Elle avait besoin d'aide pour s'occuper des enfants, et elle s'inquiétait pour la vieille dame. Mais elle refuse de quitter le village. J'ai grandi ici, et je meurs, répond Claire, qu'est-ce que je ferai dans votre ville? Il fait si chaud et si poussiéreux. Non, ma place est ici, au village. Sandrine accepte de ne voir sa mère que le week-end et pendant les vacances. Elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'elle demande de l'aide, mais aujourd'hui, la situation est tout simplement désespérée. Elle-même a le bras plâtré. Claire étouffe sous la chaleur et ne veut pas quitter la maison. Elle avait le cœur brisé pour son ménage et cela n'allait pas améliorer l'état de la vieille dame. Sylvie est venue à la rescousse. Je vais aller voir ma grand-mère, propose-t-elle à sa mère en prenant son petit déjeuner. Je suis en vacances de toute façon, je vais aider mamie et faire une pause dans la ville. Sandrine, même avec un bras cassé, continue à aller travailler, au service comptabilité. L'idée de sa fille intéresse donc au plus haut point. Même si, pour sauver les apparences, la femme a bien tenté d'argumenter. Arroser les fleurs, entretenir la pelouse, c'est tout ce qu'il y a d'amusant. Tu n'aideras pas ta grand-mère, tu ne te reposeras pas. Tu ferais mieux d'embaucher des ouvriers. Quel genre d'ouvriers, maman? De quoi tu parles? Dit Sylvie en riant, on n'a pas d'argent pour ça. Je me débrouillerai très bien. La jeune fille prépare un petit sac et part le lendemain matin. Elle a la jeunesse, l'optimisme et la confiance en elle pour elle. Sylvie ne doute pas que tout se passera bien. Claire la serra dans ses bras et laissa même couler une petite larme. Sylvie, petite fille, tu ne m'as pas quittée, murmure-t-elle en serrant la jeune fille dans ses bras, je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Je pensais que je finirais en mauvaise herbe. C'est bon, grand-mère, je ferai tout ce qu'il faut, lui dit Sylvie pour la réconforter, repose-toi et ne t'inquiète de rien. Elle était en effet déterminée à parfaire le jardin. Elle se lève à l'aube et va arroser les plantes. Elle lutte contre les parasites du mieux qu'elle peut. Les conseils d'Internet sont venus à sa rescousse. Le pire, c'était le désherbage. Les outils rangés dans la remise n'étaient pas aiguisés. Comment as-tu fait pour travailler ici, grand-mère? Marmonne Sylvie en passant en revue les outils. C'est de la torture. Un voisin a remarqué qu'elle se débattait avec les outils. Un jeune homme du même âge que Sylvie. La jeune fille l'avait déjà vu par-dessus la clôture. Qu'est-ce qu'il y a, voisin, je peux vous aider? Sylvie lui jette un coup d'œil. Le type était beau, et même, pourrait-on dire, narquois. Des cheveux blond teints, une coupe de cheveux dandy et un torse nu, comme s'il s'était déshabillé pour montrer ses muscles. Sa mère appelait ces types des fopes et des coureurs de jupons. Sylvie a suivi son exemple. C'est bon, murmura-t-elle, l'outil est un peu émoussé, je vais l'affûter. Je vais l'affûter. La jeune fille s'attendait à ce que leur conversation s'arrête là, mais l'inconnu ne la laissa pas tranquille. Je peux vous aider, proposa-t-il. C'est un travail d'une demi-heure pour moi, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Je peux me débrouiller toute seule, dit lentement Sylvie, et elle se détourna. Le garçon s'éloigna de la clôture,
mais continua à travailler à proximité, tout en observant sa voisine. Cela rendit Sylvie nerveuse. S'installant à l'ombre, elle ouvrit son ordinateur portable et se connecta à Internet. Il y avait beaucoup d'informations sur le jardinage et de nombreuses vidéos sur l'affûtage des outils. Mais pour la jeune fille, tout cela était incompréhensible. Après être restée 1 heure sur Internet et avoir parcouru une multitude de sites, elle n'a rien obtenu d'autre qu'un mal de tête. Il lui a semblé plus facile d'appeler les ouvriers que de se débrouiller toute seule. Un type qui passait devant la propriété s'est arrêté devant la clôture, a vu Sylvie et lui a fait un sourire stupide. « Et comment ça se passe? Et si on faisait connaissance ?» demande-t-il. Sylvie roule des yeux. Toutes ces phrases étaient si banales, et le type lui-même n'était pas du tout le héros de son roman. Sa silhouette, sa coupe de cheveux, son allure dégingandée. Elle était allergique à ces types. Elle avait compris, quand elle était étudiante, qu'il n'y avait rien à dire avec des types comme ça. Sylvie ne lui accorda pas un regard et se détourna. Le type n'a pas compris l'allusion et a continué à se tenir près de la clôture. « Et, quoi de neuf ?» dit-il plus fort. « Tu as peut-être besoin d'aide. » Sylvie lui répond. « Je vais bien et je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. » Elle s'est levée, a pris son ordinateur portable et est entrée dans la maison. Le type a crié quelque chose après elle, mais la fille ne l'a pas écouté. « Qu'est-ce que tu as ?» demande Claire en voyant son visage bouleversé. « Sylvie, tu as mal à la tête. Sylvie, tu as mal à la tête. » « Je n'ai pas mal à la tête, grand-mère. C'est juste que je me suis rendu compte que je n'étais pas très doué pour le jardinage. Je pensais que je pouvais le faire, mais en réalité je ne sais rien faire. Ne travaille pas trop, sinon tu auras des maux de dos comme le mien quand tu seras jeune. » « Oh non, objecte Sylvie, je me débrouille. » Elle n'arrivait pas à croire qu'une petite chose comme le jardinage puisse être une épreuve pour elle. Sylvie était habituée à se débrouiller seule depuis qu'elle était une jeune fille sans père et maintenant elle allait se battre jusqu'au bout. Claire l'avait regardée toute la soirée et lui avait proposé « Pourquoi n'irais-tu pas au club? Pourquoi ?» se demande Sylvie. « Qu'est-ce que je fais là? Tu as besoin de te distraire, de te reposer. Tu crois que je ne faisais que travailler quand j'avais ton âge? Pas du tout. Je pouvais danser et écouter de la musique. » La jeune fille ne put s'empêcher de rire en entendant ces paroles. « J'ai travaillé toute la journée dans le jardin, je suis fatiguée et il fait chaud. Alors, au moins, tu peux écouter de la musique, répète grand-mère. Va t'amuser, fais-moi plaisir, ou est-ce que je suis un tyran? » Sylvie a beau résister, il faut qu'elle y aille. Même l'excuse de ne pas avoir de robe ne fonctionne pas. Tu as besoin d'une tenue habillée pour le club, et je n'ai rien de tel. Je n'ai que la robe d'été que je porte au magasin, mais elle est un peu ordinaire. C'est la rouge. Demande Claire, elle est banale aussi. Je n'aurais pas pu en rêver quand j'avais ton âge. Change-toi et vas-y grec. Et ne parle pas. Au début, Sylvie voulait juste marcher dans la rue. Elle pensait aller jusqu'à l'extrémité du village pour admirer le coucher du soleil. Mais elle a trouvé que c'était effrayant de marcher seule. Certaines maisons étaient abandonnées, un chien aboyait dans une cour. Le clubhouse brillait dans l'obscurité, lumineux. Il n'y avait rien à faire, Sylvie s'y rendait comme un papillon de nuit à une flamme. La discothèque battait son plein. Des jeunes gens tournaient dans la salle au son de chansons du répertoire d'il y a 5 ans, la musique légère fonctionnait. Sylvie entre dans la salle et se tient modestement contre le mur. Elle n'était pas allée en discothèque depuis ses années de collège et maintenant elle était complètement perdue. L'idée de venir ici lui avait semblé amusante au début, mais en réalité, elle s'était avérée complètement stupide. « C'est la première fois que tu viens ici. Tu es une citadine ou quelque chose comme ça ?» demande une fille à Sylvie. « Je ne t'ai jamais vue ici avant. »« Oui, je viens de la ville, » répond la jeune fille, gênée. « Je suis en vacances chez ma grand-mère. » Elle espérait que cela suffirait et que l'inconnu la laisserait tranquille, mais elle était trop curieuse. Elle espérait que cela suffirait et que l'étranger la laisserait tranquille, mais elle était trop curieuse. « Je me suis frotté le pied, » mentit Sylvie, « je danserai une autre fois. Pour l'instant, je suis juste venue regarder. » L'inconnu haussa les épaules. « Eh bien, faites comme vous voulez. »« D'accord, à bientôt. Je m'appelle Alice, au fait. » Sylvie. La fille répond après elle, mais elle ne l'écoute plus. Elle est allée danser avec des talons si hauts que n'importe quel modèle photo les envierait. À vrai dire, Sylvie ne s'est jamais considérée comme une personne sociable.
Pendant ses années d'études, elle n'allait au club qu'en compagnie de ses amis, et cela n'arrivait que 2 ou 3 fois. Sa mère ne la laissait jamais aller nulle part. La jeune fille se souvenait très vaguement des mouvements de danse, et elle ne savait pas ce qu'était une valse et une main de mec sur la taille. Bien sûr, on ne valsait pas dans le club, mais les mouvements de folie dansés par les personnes présentes étaient encore pires. Sylvie ne savait pas comment sauter et secouer la tête comme ça. Comme des sauvages, se dit-elle, et pourquoi suis-je venue ici? Dans la foule des danseurs, Sylvie aperçoit son voisin, qui avait essayé d'engager la conversation avec elle pendant la journée. Le type était habillé normalement, mais il sautait et dansait. Sa partenaire était la même Alice, et le couple avait l'air spectaculaire. Sylvie se surprend à les regarder avec un étrange mélange de dégoût et d'envie. Elle ne voulait pas être jalouse, mais elle ne voulait pas non plus sauter comme une sauvage. On danse? Demanda la voix de quelqu'un. La fumée d'une cigarette se dirigea vers la jeune fille. Sylvie se retourna et vit une autre de ses connaissances, l'homme corpulent qui l'avait accueilli dans la journée. Celui-ci fumait dans le hall et avait l'air encore plus dégoûtant. Ou peut-être était-ce la première fois que Sylvie le voyait de près. S'il le voulait, il pourrait travailler comme videur dans ce même club. Je ne danse pas, répondit la jeune fille à voix basse. Dommage, dommage, dit l'homme en secouant la tête. Alors, si on discutait un peu? Nous n'avons pas vraiment fait connaissance cet après-midi, n'est-ce pas? Je m'appelle Dimitri. Quel est le vôtre? Sylvie, répond la jeune fille. La fumée de la cigarette commençait à lui donner le vertige. La brute resta à côté d'elle, ne sachant que dire d'autre, et reprit. Alors, on danse quand même, répéta-t-il. Je t'ai déjà dit que je ne danserai pas, s'exclame la jeune fille, qui s'éloigne résolument. Elle marcha difficilement entre les danseurs, mais se heurta tout de même à l'un d'entre eux. Et bien sûr, c'était le voisin gênant. Oh, voisin, sourit-il, comment allez-vous? Tu as trouvé tes outils, finalement? Alice la dévisage avec curiosité. Sylvie rougit. Elle allait avoir une bonne réputation ici. Un raté venu d'une autre ville ne comprendrait pas les outils de jardinage. C'est bon, marmonna-t-elle, je suis désolée, je dois y aller. Qu'est-ce qu'elle a? Demande le type à son compagnon, surpris. Qu'est-ce qu'elle a de si étrange? Alice haussa les épaules. Comment le saurais-je? Mon pied doit me faire mal. Elle a dit qu'elle l'avait frotté. Sylvie se dirigea vers le bar, et ce n'est que là qu'elle put reprendre son souffle. Elle voulait prendre une limonade, mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas pris son sac à main. La journée s'annonçait sous les pires auspices. La fille derrière le bar l'a observée un moment, puis a eu pitié d'elle. Vous pouvez emprunter quelque chose, dit-elle, et vous me rembourserez demain. Je crois que je t'ai vu dans le jardin de Claire. J'ai confiance en elle. Non, merci. Je crois que je vais rentrer chez moi maintenant. L'humeur de Sylvie est tombée au plus bas. Elle s'ennuie et se sent seule. Il n'y avait pas une seule personne dans le club à qui elle pouvait parler. Après avoir erré dans le gymnase pendant encore 10 minutes, sans rien trouver à faire, Sylvie est rentrée chez elle. Pendant qu'elle était au club, la nuit était tombée. Les lanternes du village étaient éteintes et les lumières des fenêtres avaient disparu depuis longtemps. Elle rentra chez elle presque à tâtons et maudit tout ce qui se passait. Elle se tordit le pied et faillit tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Sylvie s'est accrochée à la clôture et a failli pleurer. Des ennuis? Demande la voix de quelqu'un. Sylvie faillit crier de peur. Une énorme silhouette en t-shirt blanc sortit de l'obscurité et s'approcha d'elle. Dimitri. Cet homme montagne l'avait finalement rattrapé. C'est bon, répondit la jeune fille pour la énième fois de la soirée. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Pourquoi tu t'effondres tout le temps? Voyons voir. Le gros homme se penche et commence à examiner la jambe de la jeune fille. Le cœur de la jeune fille battait la chamade. On ne sait pas ce que l'homme a vu sur sa jambe, mais il acquiesce, c'est clair. Une entorse. Ou même une fracture. Il faut que vous voyiez un médecin tout de suite. Je n'ai pas besoin de voir un médecin, proteste Sylvie. Je n'ai plus mal. Et puis, ma maison est au coin de la rue, à une centaine de mètres. Je peux me débrouiller. Elle serre les dents et tente de faire un pas. Sa jambe lui fait immédiatement mal. Apparemment, tout cela se reflétait sur son visage. Car Dimitri sourit. Je t'avais dit qu'il s'agissait d'une fracture, dit-il. Tu dois absolument aller à l'hôpital, et le plus vite possible. Laissez-moi vous raccompagner. Vous n'avez pas besoin de me raccompagner, s'écrie Sylvie. Paniquée, j'irai demain matin,
mais pour l'instant, j'ai besoin de rentrer chez moi. Laissez-moi partir. Sans écouter les objections de la jeune fille, Dimitri la prend dans ses bras. Sylvie hurle et commence à lui frapper la poitrine avec ses poings. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Viens à l'hôpital, je te laisserai partir là-bas, répondit l'homme encombrant. Pour lui, ces coups sont comme des piqûres de moustiques. L'hôpital est tout à fait à l'opposé, s'exclame la jeune fille. Elle ne vivait au village que depuis peu de temps, mais elle avait appris quelques petites choses. Il était difficile de ne pas remarquer le bâtiment blanc avec l'enseigne officielle, qui se trouvait juste sur le chemin de la boutique. Et nous n'allons pas à l'hôpital, mais au centre médical, dit Dimitri en souriant, il est ouvert jour et nuit. Sylvie a complètement perdu la tête à cause de la peur. Ses coups n'ont aucun effet sur l'homme encombrant, et il ne lui reste que sa voix dans son arsenal. À l'aide, hurla-t-elle. Sa voix résonne au loin. Dimitri rit. Madame Bourgeois habite près d'ici. Elle est devenue sourde il y a longtemps. Et plus loin, il y a le vieux Jérémie. Il ne se précipitera certainement pas dans la bataille. C'est un trop grand lâche. Nous n'avons donc plus de Robin des Bois, et Spiderman n'est jamais venu. Sylvie aspire plus d'air dans sa poitrine pour crier à nouveau quand quelqu'un prend la parole. Mettez la fille debout. Tout de suite, le voyou regarda autour de lui, surpris. Sylvie aperçoit son sauveur. Il s'agissait d'une connaissance récente, un voisin. Il n'avait pas changé depuis leur dernière rencontre. Même chemise, même cheveux ébouriffés. La seule exception était qu'il était très en colère. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Dimitri, « tu ne vois pas ?» Elle s'est foulé la jambe. « Je la porte à l'infirmerie. Je t'aide, oui. Je l'aide tellement qu'elle crie dans tout le village. Je te dis de la laisser partir gentiment. Et si je ne la laisse pas partir, alors quoi ? Demande la brute. Alors je vais t'aider, lui répond le voisin. Sans perdre de temps en longues conversations, il donna un coup de pied dans le genou de Dimitri. Celui-ci poussa un cri d'une finesse inattendue et lâcha la jeune fille de ses bras. Sans l'aide d'Alice, qui se tenait là et regardait avec étonnement, Sylvie serait tombée par terre, mais elle réussit à rester debout par miracle. Sa cheville lui faisait encore mal, elle gémit doucement et s'accrocha à la clôture. « Qu'est-ce que tu as » demanda Alice avec crainte, « il t'a fait quelque chose. Dimitri t'a frappé, n'est-ce pas ?» Sylvie secoue la tête. « Non, je me suis juste tordu la jambe. J'ai mal en marchant. » « Je t'avais dit qu'elle avait un problème à la jambe, » dit l'homme en colère, « et tu ne m'as pas cru. Elle a besoin d'un hôpital. C'est vous qui devrez y aller maintenant, » lui promet la voisine de Sylvie, « à moins que, bien sûr, vous ne disparaissiez de la circulation quelque part au loin maintenant. » Dimitri eut une grimace de colère, mais ne répondit rien. Des lumières commencèrent à s'allumer dans les maisons proches de l'endroit où il se trouvait. Des voix se firent entendre. Une femme âgée se pencha à la fenêtre et cria « Qu'est-ce que vous faites ici, hein ? Sortez d'ici ou j'appelle la police. » La voisine de Sylvie lui fait signe. « Madame Bourgeois, tout va bien, tout le monde est là. » La vieille dame plissa les yeux et hocha la tête d'un air satisfait. « Pierre, c'est toi ? Très bien, alors restez. Je ne vous mettrai pas dehors, mais ne faites pas de bruit. » Elle referme la fenêtre et disparaît derrière le rideau, et Sylvie regarde Alice avec surprise. La brute, oubliée pour l'instant, les regardait avec mépris. Puis il cracha sous ses pieds et s'en alla. « Et s'excuser, ça va aller » répondit Dimitri sans se retourner. Alice et son compagnon se regardèrent et se mirent soudain à rire, tandis que Sylvie les regardait d'un air gêné. Elle avait honte de son comportement au club. « Je me suis comportée comme une sauvage, je ne me suis même pas présentée. Mieux vaut tard que jamais. Je m'appelle Sylvie, dit-elle, et je suppose que vous êtes Pierre, n'est-ce pas ? Enchanté, je ne vous ai même pas dit mon nom. Comment le savez-vous ? C'est Bourgeois qui l'a su, répond Sylvie. Alice jette un regard ironique à Pierre. Mais vous, mon cher, vous êtes encore plus bête que Dimitri. Ou alors il t'a fait perdre la tête, je ne te reconnais pas, Pierre. Sylvie les regarde et regrette d'avoir été le témoin involontaire de cette scène. La façon dont Alice prononçait le nom Pierre, à bout de souffle, laissait supposer que la relation entre les jeunes gens était bien plus étroite qu'une simple amitié. Et Sylvie était la troisième figurante de cette situation. « Tu as vraiment mal à la jambe ?» demande Pierre en regardant Sylvie avec des yeux brillants. « Est-ce que ce type ment ?» La jeune fille secoua la tête. Malheureusement, il a dit la vérité pure et simple. Au bout de quelques instants, Sylvie eut une impression de déjà-vu.
car le type s'accroupit et commença à regarder sa jambe. Ce n'est pas grave. C'est juste une petite entorse, dit-il. Vous ne vous en sortirez probablement pas toute seule. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Et pourtant, Sylvie protesta langoureusement. J'y arriverai, bien sûr. Je le ferai moi-même, se moque Pierre. Tu deviens un peu monotone avec cette phrase. La jeune fille ne s'attendait pas à la suite. Pierre, comme un grand, la prend dans ses bras et la porte. Je peux me débrouiller toute seule. Voulut-elle crier, mais se retint de parler. On venait de lui interdire de prononcer cette phrase. Ne trouvant rien d'autre à dire, elle se tait, tandis qu'Alice s'agite autour d'eux. Ne trébuche pas, dit-elle avec inquiétude à Pierre, la route est si mauvaise. Elle semblait infiniment amoureuse, et Sylvie se sentit à nouveau envieuse. Elle-même ne pouvait que rêver d'une telle chose. Le trajet jusqu'à la maison de sa grand-mère semble interminable. Sylvie est très gênée par la situation dans laquelle elle se trouve. Les sourires de Pierre, les rires d'Alice. Elle, la fille perpétuellement insociable, semblait superflue ici. Et elle est bien contente quand ses nouvelles connaissances s'approchent enfin de la maison. Regardez, ce n'est pas fermé à clé, s'étonne Pierre. Ma grand-mère doit m'attendre, répond Sylvie. Je devrais lui dire de fermer la porte à clé la nuit. Il y a des types comme ça qui se promènent par ici. Tu parles de Dimitri, dit Pierre, surpris, ne t'inquiète pas, il ne reviendra plus. Et s'il revient, je lui expliquerai tout. Il semble que trop d'années se soient écoulées depuis l'école et qu'il ait oublié mes leçons. Et vous êtes allés à l'école ensemble, s'étonne Sylvie. Oui, dans ce même village, confirme Pierre, il était déjà idiot à l'époque. Heureusement, nous avons pris des chemins différents. Je suis allé à la ville et Dimitri est resté ici. Il conduit un tracteur, je crois. Qui le lui a donné? Sourit Alice. Il travaille dans un élevage de porcs. Perdant. Claire est stupéfaite de trouver cette entreprise sur le pas de sa porte. Sylvie, que t'est-il arrivé? S'étonne la dame âgée. Tu t'es tordu la jambe, n'est-ce pas? Au bal, Sylvie rougit. Si mamie avait su ce qu'il en était réellement. De toute la soirée qu'elle avait passée au club, elle n'était jamais allée sur la piste de danse. Exactement, confirma Alicie, votre petite fille a dansé comme ça. Toute la salle s'est figée pour la regarder. Sylvie rougit. Alice avait l'air trop contente, on ne savait pas si elle plaisantait ou si elle se moquait. Mais Sylvie ne discute pas, elle ne peut pas parler de la brute à sa grand-mère. Elle se sentirait mal, c'est sûr. Posez-la ici, dit la femme en indiquant une chaise. Pierre descendit Sylvie doucement, comme une princesse. Ces gestes précautionneux font palpiter le cœur de la jeune fille. Je vous sers du thé. J'ai aussi des gâteaux. Reste, merci beaucoup, mais nous sommes pressés, répond Alice. Une autre fois, d'accord? Il n'y avait plus aucune trace de son ancienne amabilité. Elle tapa du pied avec impatience et jeta un regard à Pierre. Oui, nous irons, répondit le jeune homme. Passez une bonne soirée. Bon rétablissement, dit-il en faisant un clin d'œil à Sylvie. Le couple s'éloigna et Sylvie resta seule avec sa grand-mère. Celle-ci jeta un coup d'œil à sa petite fille. As-tu passé une bonne soirée? Tu as vraiment dansé? Oui, grand-mère, soupire Sylvie, et j'ai eu les yeux de toutes les personnes présentes sur moi. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir longtemps. Elle se retournait dans son lit et se remémorait les événements de la veille. Comment la brute s'était attachée à elle. Comment Pierre lui était venu en aide. Elle essayait de ne pas penser à Alice. Pour une raison ou une autre, il lui était désagréable de penser à elle. Le lendemain, la jambe de Sylvie était toujours douloureuse et elle ne pouvait pas jardiner. Mais l'outil non aiguisé l'attendait toujours dans la remise. Sylvie s'installe donc à nouveau sous l'arbre. Elle prit le cahier, la pierre à aiguiser, là-haut, essaya de savoir ce qu'elle allait en faire. Pierre lui demanda de derrière la clôture. « Comment va ta jambe? Elle te fait encore mal ?» Sylvie a levé les yeux et a souri. « Plus aujourd'hui qu'hier, mais c'est supportable. Au fait, j'ai oublié de te remercier hier. Merci de m'avoir aidé sur la route. » « De rien, répond Pierre, et ne t'inquiète pas pour ta jambe, ça va passer. J'ai fait de l'athlétisme au lycée. Ça m'est arrivé souvent. » Sylvie se tait, ne sachant que dire d'autre. Si la nuit, elle avait mille phrases à dire, là, elle était dans un état de stupeur totale. Elle regarda Pierre et battit des paupières, se maudissant de ne pas avoir les idées claires. « Tu as réglé l'instrument ?» demanda Pierre. « Pas encore, répondit Sylvie, mais ça ne saurait tarder.
Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Pierre ne l'écoutait plus. Facilement, il sauta par-dessus la clôture et s'approcha de la jeune fille. Comment as-tu travaillé avec ça? Demanda-t-il en passant sa main sur la lame. Les outils sont émoussés. Je n'ai pas eu le temps de les travailler. Je vais les aiguiser, puis je m'attaquerai aux mauvaises herbes. Laisse-moi t'aider. Pierre tend la main pour la pierre. Allez, allez. Pour moi, c'est un quart d'heure, et toi, ça fait 2 jours que tu travailles. Sylvie tend la pierre au garçon et commence à l'observer. Ce jour-là, Pierre était de nouveau torse nu et les muscles de ses bras étaient aussi saillants que ceux d'un boxeur. C'est ce qu'Alice les a surpris en train de faire. Elle s'arrêta à la clôture et demanda d'un air désapprobateur. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Nous aiguisons des outils, lui a répondu Pierre. Il n'y a pas du tout d'outils adéquats sur ce site, tu imagines? Quel désastre! Dit froidement la jeune fille. Sylvie devint très désagréable. Beaucoup plus désagréable qu'elle ne l'avait été la veille au soir lorsque Pierre l'avait pressée contre son sein. « Je peux, et je peux le finir moi-même, dit-elle. Il ne reste plus grand-chose. 5 minutes de travail, confirma Pierre. Ce sera fait maintenant, ne t'inquiète pas. Sentant le regard d'Alice sur elle, Sylvie a envie de tomber par terre. Elle n'avait pas l'air d'avoir fait quelque chose de mal, mais elle se sentait coupable. Comment est-ce possible? C'est fait. Pierre emporta la dernière pelle dans la remise. On va au club ce soir? Demanda Alice d'une voix étrange. Ou tu as changé d'avis? Bien sûr, comme toujours, acquiesce Pierre. La jeune fille continue de le regarder et il demande. Alors, est-ce que je dois te le jurer? Alice ricane, se tourne et s'éloigne. Pierre la regarde avec surprise. Qu'est-ce qui lui prend? Murmure-t-il. Sylvie reste silencieuse. Elle savait exactement ce qui arrivait à Alice, mais elle n'aurait jamais accepté d'en parler. Pierre lui dit au revoir et s'en va. Sylvie resta un moment à regarder droit devant elle. C'était dur pour son âme. Il faisait très chaud et elle était assise à l'ombre, sans rien faire. Les pensées qui lui venaient à l'esprit étaient les plus sombres, et Sylvie les repoussait du mieux qu'elle pouvait. Vers midi, Claire l'appela dans la maison. « Sylvie, je t'en supplie. Coupe les concombres, s'il te plaît. Je faisais une salade, il en reste. Tu te débrouilles? Bien sûr, sourit Sylvie. Grand-mère, tu crois vraiment que je n'ai pas encore appris à tenir un couteau? Oh, et ma jambe ne me fait plus aussi mal. Surtout qu'on peut couper les concombres assis. Claire acquiesce. La grand-mère ne semble même pas entendre ce que lui dit sa petite fille. Le sourire a quitté le visage de Sylvie. Elle demande avec inquiétude. Grand-mère, tu vas bien? Tu n'as pas l'air d'être toi-même. J'ai le cœur qui bat la chamade. Ce doit être la chaleur. Et tu n'as rien dit? Grand-mère, comment cuisiner par cette chaleur? Tu aurais dû aller te coucher dès que tu t'es senti mal. Qu'est-ce que tu es comme une petite fille? Je vais m'allonger un peu et ça va passer, répond Claire. Ne t'inquiète pas pour moi, c'est déjà arrivé. Grand-mère va dans sa chambre et Sylvie prépare une salade qu'elle met au réfrigérateur. La petite fille n'a pas d'appétit. Elle se rendit à la porte de minute en minute et écouta la respiration de la vieille dame. Claire semble dormir, mais sa respiration est lourde et son visage est anormalement pâle. Vers le soir, elle appela sa petite fille dans sa chambre. Sylvie lui demande prudemment. « Tu te sens mieux, grand-mère? Dois-je appeler un médecin ?» C'est comme si la femme ne l'avait pas entendu. Sylvie, s'il m'arrive quelque chose. Mes papiers sont cachés dans le grenier, dit-elle, dans une vieille commode, dans le tiroir du haut. Mon passeport s'y trouve aussi. Et l'argent de l'enterrement. Quel autre papier? Quel argent? S'écrie Sylvie, paniquée. J'appelle un médecin tout de suite. Claire dit encore quelque chose, mais la jeune fille ne l'écoute plus. Elle enfile ses baskets et, maudissant son pied douloureux, se met en route. Le chemin vers l'infirmerie lui semble interminable. Chaque pas la fait souffrir et Sylvie marche lentement. Un autre coup dur l'attend sur la ligne d'arrivée. Le centre médical est fermé. En vacances, elle avait perdu le fil des jours et oublié qu'on était dimanche. Sylvie regarde autour d'elle, désespérée, ne sachant où chercher de l'aide. Là, dans la maison, sa grand-mère souffrait, peut-être même mourait-elle, et il n'y avait personne autour d'elle. Il n'y avait que quelques enfants qui sautillaient dans la cour de récréation. Sylvie se dirigea vers eux. « Bonjour, dit-elle avec enthousiasme. Est-ce que vous savez où habite le docteur? » Les enfants se turent et la regardèrent avec méfiance. La jeune fille se rendit compte qu'elle leur paraissait sans doute un peu étrange, voire anormale, et essaya de se calmer.
Alors, qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle. Vous le savez ou pas? La fille à la queue de cochon montra du doigt le bout de la rue. Là-bas. La maison en briques. M. Ahmed a un gros chien qui vit dans la cour. Coopé. Sylvie la remercie et s'apprête à partir quand la jeune fille ajoute. Seulement, tu n'iras pas là-bas aujourd'hui. Pourquoi? Se demande Sylvie. M. Ahmed est allé en ville ce matin. Il ne sera pas de retour avant le soir, ni même dans la nuit. C'est toujours comme ça. Il va voir son fils. En entendant cela, Sylvie s'est presque effondrée sur le sol. Tout le chemin parcouru jusqu'ici, toute l'excitation et la peur n'avaient servi à rien. Elle n'a jamais trouvé d'aide pour sa grand-mère. Elle n'existait tout simplement pas dans ce village. Lassée par l'angoisse, elle se dépêcha de rentrer. Le chemin du retour lui parut encore plus long. Grimpant sur le porche, Sylvie ouvre la porte et fait irruption dans la chambre. Claire est allongée sur le lit, les yeux fermés. Son visage était si pâle et immobile que la jeune fille poussa un cri d'effroi. « Grand-mère !» Claire ouvrit les yeux. « Qu'est-ce que tu cries ?» demande-t-elle d'une voix faible. « Je suis là. Je suis là. Tout va bien, et ton cœur ?» demande Sylvie avec crainte. « Il fait mal. » « Mais c'est mieux ainsi, dit la femme en souriant tristement. J'ai donc un cœur après tout. Ce serait pire si je ne sentais rien. Je suis allé voir l'ambulancier, mais il n'est pas là. Je vais appeler une ambulance maintenant. Claire tente d'objecter. Ce n'est pas la peine, je vais bientôt aller mieux. À quoi bon faire fuir les gens? Rien n'est perdu, répond Sylvie. Restez tranquille, j'appelle l'hôpital tout de suite. Mais cette tâche s'est avérée aussi impossible que de trouver l'ambulancier. Il y avait des interférences au téléphone, l'appel n'aboutissait pas, et quand Sylvie réussissait à décrocher, on ne l'entendait pas à l'autre bout du fil. Elle a jeté le téléphone de côté. On se croirait à l'âge de pierre, gémit-elle, je n'arrive à joindre personne. Claire ferme à nouveau les yeux. La respiration de la femme est bruyante et intermittente. L'expression de son visage plonge Sylvie dans l'effroi. Incapable de rester immobile, elle s'élança vers la sortie. Sylvie avait envie de hurler d'impuissance. Elle ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Elle ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas venir au club avec nous pour écouter de la musique? Sylvie se retourne. Pierre lui sourit derrière la barrière, aussi peigné et habillé qu'hier soir. La jeune fille se précipite vers lui. C'est si bon de t'avoir ici. Je ne savais pas vers qui me tourner. Pierre, dis-moi, y a-t-il un taxi ici? Ou un homme avec une voiture à qui demander de l'aide? Il faut que j'aille en ville tout de suite. Le sourire a quitté le visage du garçon. Il demande anxieusement. Qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère est très malade, dit Sylvie. Je suis allée à l'infirmerie, mais il n'y a personne. J'ai essayé d'appeler l'ambulance, mais il n'y a pas de liaison. Je ne sais pas quoi faire. Je veux porter ma grand-mère sur mon dos ou monter dans une charrette. Ce n'est pas la peine d'attendre une ambulance, répond Pierre, avec nos routes, ils seront là dans 1 heure. Et c'est au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demande Sylvie. Je vais conduire. J'ai une voiture. Sors avec ta grand-mère jusqu'à la grille. J'arrive tout de suite. Sans attendre la réponse, Pierre se dirige vers le garage. La jeune fille lui jette un coup d'œil et s'engouffre dans la maison. Grand-mère, prépare-toi, s'écrie-t-elle, on va à l'hôpital. Pierre va nous conduire. Lorsqu'elles sortirent, la voiture était déjà près du portail. Sylvie s'est figée de stupeur. On ne sait pas à quoi la jeune fille s'attendait, mais certainement pas à cette voiture rutilante qui ressemblait à un char d'assaut. Sylvie se ressaisit et se tourna vers Claire. Monte à l'arrière, grand-mère. Tu Y sera plus à l'aise. Elle s'installe elle-même à côté de Pierre. La voiture démarre et Sylvie pousse un soupir de soulagement. Au moins, ils étaient sur la route et à chaque instant, ils se rapprochaient de l'hôpital. Au coin de la rue, ils rencontrèrent Alice. Lorsqu'elle vit la voiture de Pierre, elle ouvrit la bouche de surprise. « Où allez-vous » s'écrie-t-elle. Pierre lui fait un signe de la main. « Je t'expliquerai plus tard » cria-t-il. « Rentre chez toi. » Sylvie se sentit très mal à l'aise lorsqu'elle remarqua la façon dont Alice la regardait. Elle semblait regretter beaucoup de l'avoir aidée hier soir. « On va aller sur la piste et accélérer le rythme » promet Pierre comme si de rien n'était. « Comment vas-tu, grand-mère » demanda Sylvie. La faible voix de Claire répondit quelque chose. Toutes les pensées d'une Alice en colère disparaissent immédiatement de son esprit. Tout cela n'a plus aucune importance.
La seule chose qui importait à Sylvie à ce moment-là, c'était la santé de sa grand-mère. Pierre tint parole, dès qu'ils furent sur l'autoroute. L'homme appuya sur l'accélérateur. Sylvie couine et se cramponne au siège. « Tu es sûr que c'est prudent ?» demanda-t-elle. « Tu ne devrais pas rouler un peu plus doucement? Ne t'inquiète pas, ça va aller, assure Pierre, j'ai beaucoup d'expérience. Au lycée, Dimitri et moi faisions souvent des courses avec sa voiture ici. » Ces paroles ne rassurent pas trop Sylvie, mais elle ne discute pas. Pour le bien de Claire, la jeune fille est prête à se rendre en ville à pied. Elles atteignent l'hôpital en une demi-heure. Sylvie est la première à se précipiter à l'accueil, mais elle ne trouve pas les mots de l'excitation. Pierre lui vient à nouveau en aide. « Nous avons amené une femme, elle est très malade, dit-il. Problème cardiaque. Il faut voir un médecin immédiatement. » Claire est laissée à l'hôpital le soir même. Le médecin dit à Sylvie qu'ils l'ont amenée à temps. « Votre grand-mère est en insuffisance cardiaque aiguë, a-t-il expliqué. Il n'y avait pas de temps à perdre. » La jeune fille regarde Pierre avec reconnaissance. « Pierre, merci. Sans votre aide, je ne sais pas si j'aurais pu sauver ma grand-mère. Au moins, j'ai pu prendre l'air. Ça faisait longtemps que je n'avais pas couru comme ça. » Sylvie pense à Alice. Il était peu probable qu'elle soit d'accord avec ce qu'il disait. Alice était probablement encore en colère. Sylvie se figea à l'idée des mots avec lesquels elle la saluerait la prochaine fois. Pierre bâilla et demanda « Parlez de quelque chose, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui m'épuise dans ce voyage. Je ne veux pas m'endormir au volant. » Parler, et parler au sexe opposé en général, était difficile pour Sylvie. Mais il n'y avait nulle part où aller. Elle soupire et marmonne en hésitant. « Je pourrais vous parler de moi. Vraiment, il n'y a rien d'intéressant dans ma vie. Je travaille comme avocate. » Avocate, s'étonne Pierre, une si jolie fille qui étudie le droit. Je ne l'aurais jamais imaginé. La remarque sur son physique a troublé Sylvie. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était jolie. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Je ne sais même pas. Comme faire des bouquets ou peindre des tableaux. Bref, faire quelque chose de beau. Qu'est-ce que tu fais? Demande Sylvie en essayant de cacher son embarras. Je suis vendeur, dit Pierre, des rapports, des plans à n'en plus finir. Je viens de prendre des vacances. Je fais une pause. La vie à la campagne est plus facile. C'est plus vrai. Quels étaient vos loisirs quand vous étiez jeune? Demande Sylvie, pour ne pas parler d'elle. Vous avez parlé d'athlétisme. Tu as parlé d'athlétisme. Qu'est-ce que tu faisais? Répète Pierre pensivement. J'ai fait de la boxe, j'ai fait partie de l'équipe de natation à une époque. J'ai fait du camping, je ne me souviens pas de tout. Sylvie écoutait le gars, et elle était de plus en plus couverte d'un complexe d'infériorité. Pierre s'intéressait à tant de choses, avait tant à raconter, et elle. La jeune fille n'avait tout simplement rien à dire. Dès que je rentrerai en ville, je me remettrai à peindre, se promet-elle, sans ces excuses de manque de temps et de talent. Je suis probablement plus ennuyeuse qu'une vieille femme de la campagne, n'est-ce pas? Le trajet jusqu'au village passe très vite. Avant que Sylvie ne s'en rende compte, la voiture s'est arrêtée devant sa maison. Pierre lui demande « Tu retournes à l'hôpital demain. Tu vas rendre visite à ta grand-mère. »« Oui. Je me lèverai tôt et j'irai, » dit Sylvie. Le premier bus part à 6 heures du matin, je crois. Il n'accepte pas encore les visiteurs à l'hôpital à cette heure-là. Je viendrai te chercher à 8 heures. Ce n'est pas la peine, dit Sylvie. Vous m'avez déjà suffisamment aidé. Je peux me débrouiller seule à partir d'ici. Qu'est-ce qu'il t'a aidé à faire? Demande Alice. Et où vas-tu demain matin? Sylvie frémit et la regarde. Alice, debout près de la porte, rayonnait de colère. Nous sommes allés à l'hôpital, marmonne Sylvie. Mais personne ne l'a entendu. Tu as d'abord promis qu'on irait au club, puis tu es allé en ville avec elle, s'écrie Alice. Et je me suis habillée pour toi comme une idiote, anticipant cette soirée, me maquillant. Nous sommes allés à l'hôpital. Pierre a haussé le ton. Ma mère ne te l'a pas dit? Je ne peux pas croire que tu n'aies pas couru la voir. Ça ne t'aurait pas ressemblé. À l'hôpital. Est-ce qu'elle était soignée ou quelque chose comme ça? Demande Alice en faisant un signe de tête à Sylvie. Je me demande pourquoi. Je croyais que tu étais un type normal et tu es comme Dimitri. Vous êtes tout pareil. Alice fond en larmes et s'enfuit en courant. Pierre la suit du regard. Sylvie soupire et lui pose la main sur l'épaule. Ne vous inquiétez pas tant. Demain, vous vous rencontrerez, vous vous parlerez et vous vous réconcilierez. Alice comprendra,
Il ne peut en être autrement. Je n'en suis pas sûr, murmure Pierre, tu ne la connais pas. Alice, une fois en ébullition, ne s'arrêtera pas. C'est très bien. Est-ce que je vais m'excuser auprès d'elle d'avoir sauvé un homme? Merci, dit encore Sylvie, et je suis désolé pour la façon dont les choses se sont passées. Pierre la salue. Demain à 8 heures, répète-t-il, soyez prêts. Sylvie jeta un coup d'œil à sa voiture et entra dans la maison. La maison était vide et solitaire sans Claire, et après ce qui s'était passé à la porte, la jeune fille se sentait tout simplement dégoûtée. Tôt le matin, Sylvie se tenait sous le porche, tapant du pied avec impatience. Pierre avait déjà 10 minutes de retard et la jeune fille était très inquiète. Non pas parce qu'elle risquait d'être en retard à l'hôpital, mais parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre la cause de ce retard. Les pensées les plus noires envahissaient son esprit. Finalement, la voiture de Pierre s'arrêta devant sa maison. Sylvie ouvrit prudemment la porte et demanda avec hésitation. « Je peux, bien sûr, répond Pierre, surpris. Quelle drôle de personne. Pourquoi pensez-vous que je suis venu ici ?» Sylvie s'est assise sur le siège avant et a serré contre sa poitrine le sac contenant les affaires de sa grand-mère. Elle n'ose pas regarder le type. La voiture démarre. Les jeunes gens ne se sont pas adressé la parole jusqu'à ce que le village soit derrière eux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Pierre a commencé à parler. « Vous êtes toutes bizarres, les filles, dit-il d'un air sombre. Sylvie le regarda. Il y avait des cernes sous les yeux de ce type. Il semblait ne pas avoir dormi de la nuit non plus. L'expression de son visage était très triste. « Tu es allé parler à Alice. » Devine Sylvie, comment va-t-elle? Comme hier, répondit Pierre, elle nous maudit tous les deux et ne veut rien entendre. Elle s'est mis dans la tête qu'il y a quelque chose entre nous, et il n'y a pas moyen de la faire changer d'avis. C'est comme si un homme aiguisait une nous pour un autre homme et que cela pouvait être considéré comme une demande en mariage. C'est absurde. Sylvie rougit et baisse le regard. Elle était bien contente que Pierre soit occupé à voyager et ne puisse pas voir l'expression de son visage. On aurait dit qu'elle était sur le point de s'enflammer, de prendre feu en même temps que le siège. « Alice te pardonnera, dit Sylvie d'un ton incertain, vous vous connaissez depuis tant d'années. Elle ne peut pas tout lui enlever comme ça. Comment sais-tu depuis combien d'années on se connaît? Sourit Pierre, je l'ai peut-être rencontrée, comme toi, il y a quelques jours dans un club. La jeune fille est confuse. C'est juste que vous sembliez si proches, murmura-t-elle. Alors j'ai pensé que vous connaissiez Alice depuis longtemps. En fait, tu as deviné juste. Acquiesce Pierre, nous sommes allés à la même école. Alice a 4 ans de moins que moi. Je ne l'ai même pas regardée à l'époque. Elle était toute nouée et elle riait tellement qu'on l'entendait à travers le terrain de football. En un mot, médiocre. Mais maintenant, je suis en vacances et je vois que la fille a changé. C'est vrai, elle est plus nerveuse que lorsque j'étais enfant. Si j'avais su à l'avance, je ne me serais pas engagé. Sylvie s'est un peu calmée. Elle n'a donc pas gâché de relations solides à long terme. Au mieux, il s'agissait d'un béguin de lycée, et c'était de la part d'Alice. Le cœur de Pierre n'avait certainement pas été sérieusement blessé. Sylvie Y réfléchit et se réprimanda immédiatement. De toute façon, était-ce décent de s'immiscer dans la relation de quelqu'un d'autre? D'un autre côté, Sylvie n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste aider sa grand-mère, et ce n'était pas de sa faute si quelqu'un n'avait imaginé quelque chose de fantastique à partir de cette histoire. « Il faut que j'appelle ma mère, dit la jeune fille quand l'hôpital fut à peu de distance. Je ne lui ai pas dit hier que grand-mère n'allait pas bien. Maman sera vexée si je ne le lui dis pas. Appeler, je comprends, et quel est l'intérêt de le cacher? » La maman de Sylvie s'est terriblement inquiétée en apprenant que Claire était à l'hôpital. Sandrine a fait ses valises si vite qu'elle est arrivée à l'hôpital, à peine plus vite que « Je suis désolée maman, je n'ai jamais pu mettre mamie en sécurité. Je n'ai servi à rien. » C'est comme si Sandrine ne l'avait pas entendu. Elle regarde Pierre et sa voiture avec surprise pendant un moment, puis demande à sa fille « Sylvie, avec qui es-tu là? Pourquoi tu ne nous présentes pas ?» Bien sûr. La fille conduit Sandrine jusqu'à la voiture et présente le gars. « J'aimerais te le présenter, maman. C'est Pierre. Ma grand-mère et moi sommes voisines au chalet. Pierre, voici ma maman, Sandrine. » Pierre salue la femme d'un signe de tête. Il n'est pas particulièrement heureux de la rencontrer. Sandrine, elle, sourit. « C'est un plaisir, dit-elle. Une voisine, donc. Et je ne connais personne d'autre que ma mère au village. Il me reste peut-être 2 ou 3 camarades de classe, c'est tout. Maintenant,
je vous ai rencontré. Quelle personne honorable vit ici. Sylvie, gênée, tire sa mère vers la porte. Allons chez grand-mère, maman. C'est pour ça qu'on est venu ici, non? Il faut qu'on aille voir les médecins pour savoir comment elle se sent. Sandrine, toujours souriante, se met en route pour l'hôpital. À peine entrée dans le hall, la femme chuchote. Comment l'avez-vous rencontré, Sylvie? Je ne migrais qu'attendais pas. Quel type et quelle voiture? Une voiture comme celle-là doit valoir beaucoup d'argent. Maman, Pierre a une copine, l'interrompt Sylvie. Alors ne fantasme pas, il n'y a rien entre nous. Ah oui? Dit sa mère contrariée, c'est dommage. Je pensais que tu étais la chanceuse. Je crois que quand le billet chanceux est tombé, Monique, tu étais folle, répond la jeune fille. Sandrine lui répond. Tu appelles ce loser de Kevin le billet de la chance. Cet homme est la pire chose qui pouvait arriver dans la vie de ta sœur. Un vrai désastre. Ils ont retrouvé le médecin traitant de grand-mère et se sont enquis de son état. Elle se sentait beaucoup mieux ce jour-là et les parents ont été autorisés à lui rendre visite. Sylvie fait irruption dans la chambre et se précipite sur le lit. Bonjour mamie, comment vas-tu? Tu n'as plus mal au cœur? Le visage de Claire s'illumine à la vue de la fillette. Sylvie, ma fille, murmure-t-elle en serrant sa petite fille dans ses bras, mon sauveur. Je n'ai pas mal, ma chérie. Grâce à toi, tout est parti. À toi et à Pierre. Dis-lui merci de ma part, tu veux, Pierre. Se méfie la mère. Et il est là, sur le parking, en train d'attendre. Qu'est-ce que ce type vient faire là-dedans? Raconte-moi tout en détail. Quand Sylvie lui raconte toute l'histoire, sans parler d'Alice bien sûr, sa mère est ravie. Ma fille, il t'aime beaucoup, lui chuchote-t-elle à l'oreille. Crois-moi, les hommes ne se contentent pas de t'aider. Allez, maman, dit la jeune fille. Je t'ai déjà dit que Pierre et moi sommes juste des amis. C'est idiot. C'est à toi de décider. Que vous soyez amis ou plus. Sylvie, tu es comme une petite fille. 30 ans dans le monde et tu ne sais pas ce qu'est la vie. Ce sujet déplaisait à Sylvie et elle a tourné la conversation vers autre chose. Elle a demandé à sa grand-mère ce qu'il fallait faire dans le jardin. Elle a salué sa voisine. Alors qu'elle dise au revoir à Claire et descende l'escalier, sa mère prend Sylvie sous le coude et lui demande « J'espère que tu retournes au village maintenant ?»« Pas chez nous ?»« Oui, » répond Sylvie. « Tu as entendu toi-même que grand-mère m'a demandé d'arroser les fleurs. Le plus important, c'est de ne pas laisser Pierre sortir de son filet. Nous ne pouvons pas nous le permettre. » Sortant sous le porche, Sandrine fait un signe de la main au garçon. Heureusement, Pierre n'a rien remarqué. Il était en train d'écrire quelque chose sur son téléphone. La jeune fille elle-même ne comprenait pas pourquoi elle aimait Pierre. Que ce soit à cause de sa gentillesse ou simplement parce qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un de mieux. « Merci d'avoir attendu, » dit-elle en remontant dans la voiture, « nous pouvons aller au village. »« Comment va Claire ?» demande Pierre. « Je ne sais pas, mais mieux qu'hier, soupire la jeune fille. Toi et moi, on l'a sauvée après tout.